Bonsoir Ruslan Stefanchuk. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du Parlement ukrainien, la Rada, en fait le numéro 2 de l'État ukrainien, après le président Zelensky. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et cet accueil sur BFM TV. Plus de 100 jours après le début de la guerre, quelle est la situation? Est-ce que les Ukrainiens tiennent, et particulièrement à Severodonetsk, où les combats s'intensifient? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation de prendre parole. Malheureusement, les Ukrainiens connaissent votre chaîne aussi à cause de la mort de journalistes de votre canal, et je voudrais exprimer toutes mes condoléances à la famille et aux amis de Frédéric Leclerc-Imhoff. Nous allons toujours... C'est un hommage très important. Il a fait une grande contribution pour témoigner sur ce qui se passe en Ukraine. Effectivement, il y a plus de 100 jours que la guerre dure au milieu de l'Europe. Et on voit encore à quel point cette guerre est insensée, à quel point les victimes sont innocentes, à quel point la Russie viole toutes les conventions, et cette mort violente et inutile de votre journaliste en est encore une preuve, alors qu'il était en train de juste faire son travail de journaliste de terrain. Et il n'est pas le premier, malheureusement. Il y a déjà 30 journalistes qui sont tués dans cette guerre. Il y a aussi un grand nombre de civils. Aujourd'hui, le bilan humain n'est pas encore précis, mais on parle déjà de 5062 civils, dont 262 enfants. Encore une fois, je dis que ce bilan est imprécis parce qu'on ne sait pas ce qui se passe sur les territoires occupés. C'est la première fois que j'entends ce chiffre, qui n'est donc bien entendu pas définitif, de au moins 5000 civils ukrainiens tués dans cette guerre. Nous sommes d'accord. Volodymyr, ça me paraît un chiffre très peu élevé, entre guillemets, même s'il est déjà considérable, parce qu'à Mariupol, par exemple, on a parlé de quelques 20 000 civils tués à Mariupol. Alors, quelle est en réalité la vraie estimation que vous pouvez nous donner aujourd'hui pour que les Français prennent bien conscience de la tragédie qui se joue en Ukraine? Alors, les estimations dans cette affaire, c'est quelque chose de très ingrat, parce que le chiffre que je vous invoque, c'est un bilan officiel, le nombre de victimes, de morts identifiées. Et aussi, il y a le chiffre de 6121 blessés dans cette guerre, dont 467 enfants. C'est ce que nous avons identifié et répertorié. Mais nous n'avons pas la visibilité de ce qui se passe dans les territoires occupés. Nous ne pouvons pas vous dire quel est le bilan humain à Mariupol et dans d'autres territoires occupés. Et évidemment, là-bas, les chiffres, c'est un tout autre ordre de grandeur. Mais surtout en ce moment, au vu des batailles qui se déroulent, par exemple, nous savons déjà qu'à Mariupol, il y a des crématoriums mobiles que la Russie a amenés, et justement pour effacer les traces comme des massacres comme on a vu à Boutcha et dans les autres bourgades autour de Kiev. Alors justement, le président Volodymyr Zelensky s'est rendu dans le Donbass. Il affirme que les Russes sont plus nombreux et plus puissants. Est-ce qu'on s'achemine vers un nouveau Mariupol à Severodonetsk? À ma connaissance, effectivement, il y a des combats très forts. En ce moment, les défenseurs ukrainiens démontrent un très grand courage et une grande résilience. Ils tiennent le coup. Et je pense que le sens de la visite du président à la ligne même, tout près de la ligne de front, démontre cette volonté des Ukrainiens et aussi l'esprit combatif des Ukrainiens. Et ça, c'est très important.
Vous rencontrez demain le président du Sénat, Gérard Larcher. Que demandez-vous aux Européens, concrètement, au moment où nous parlons, comme soutien et pour continuer à mener cette guerre? J'ai effectué une tournée européenne dans plusieurs capitales européennes pour regarder les yeux dans les yeux et pour passer 3 messages. Tout d'abord, un grand message de reconnaissance pour le soutien. Donc ça, c'est pour remercier nos alliés et pour parler en toute franchise avec les sceptiques, ceux qui hésitent encore concernant la candidature de l'Ukraine en tant que pays membre de l'Union européenne. C'est très important pour nous de recevoir aux alentours du 24 un signal très clair que ce sacrifice que font les Ukrainiens aussi aujourd'hui au nom de liberté, au nom de valeurs européennes, ne sont pas vaines, que ce sacrifice est vu et apprécié en Europe. Et si ce n'est pas les Ukrainiens qui vont recevoir ce signal sous forme de reconnaissance de statut candidat, ce serait Poutine qui va recevoir le signal, malheureusement. Ulysse Gosset. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, n'a pas pu se rendre en Serbie car son avion n'a pas pu pénétrer dans l'espace aérien serbe et il s'en est plaint, accusant l'Europe et l'OTAN. Et il a de nouveau mis en garde les Européens et les Occidentaux contre la fourniture d'armes, en particulier des armes de longue portée. Comment vous pouvez lui répondre aujourd'hui? Et quelle est votre réaction au fait qu'il n'ait pas pu se rendre en Serbie? Alors, si M. Lavrov doit se plaindre, et il doit vraiment exprimer ses doléances contre soi-même et contre la Russie qui est responsable de cette agression, de cette guerre. Aujourd'hui, tous les pays européens ont démontré le soutien, leur solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Et l'Ukraine est extrêmement reconnaissante à chaque gouvernement, à chaque citoyen de l'Union européenne qui sont solidaires avec l'Ukraine. Donc, malgré le coup de répercussion de ces décisions, cette unanimité et cette solidarité est maintenue et ça démontre aussi que les valeurs européennes, le socle commun des valeurs, que c'est quelque chose de très important pour les Européens et pour nous. Et à cet égard, je voudrais tout particulièrement remercier la France qui a accueilli un grand nombre, plus de 14 000 de réfugiés ukrainiens et l'Ukraine sera à jamais reconnaissante à la France et à chaque famille française qui a accueilli les réfugiés ukrainiens. Alors justement, vous parlez avec beaucoup d'émotion de la situation dans votre pays et finalement des liens qui nous unissent aujourd'hui, français et ukrainiens. Mais que répondez-vous à l'argument qui consiste à dire que fournir, par exemple, des chars ou des avions à l'Ukraine revient à mener une guerre directe avec la Russie, une guerre qui met en danger tout le continent européen? Ma réponse sera très simple. Chers amis européens, ouvrez les yeux. Cette guerre, elle est déjà là, sur le continent européen. Et cette guerre a une autre forme encore. Les Russes ont commencé cette guerre par la guerre hybride. C'était la phase qui a duré entre 2014 et 2022. Et ensuite, c'est la guerre réelle qui commence. Aujourd'hui, cette phase de la guerre hybride contre l'Europe, la Russie a déjà commencé. Et si nous ne sommes pas ensemble, l'Ukraine et l'Europe, eh bien c'est la guerre réelle que la Russie mènera contre l'Europe. Donc nous sommes aujourd'hui alliés et aujourd'hui l'Ukraine tient la défense dans l'Est. Encore il y a 3 mois, moi je ne portais que des costumes et des cravates et je ne pouvais pas m'imaginer dans cet uniforme militaire. Mais les choses ont basculé en un seul jour. Et donc, je vous préviens, je vous mets en garde. Pour l'Europe aussi, tout peut basculer d'un jour à l'autre. Donc, aujourd'hui, c'est dans l'intérêt objectif de l'Europe soutenir l'Ukraine et d'être à ses côtés.
Qu'attendez-vous de l'Union européenne sur le statut de votre candidature et surtout, êtes-vous confiant au moment où nous parlons? Évidemment, je suis confiant. Je suis confiant, mais je suis là aussi dans cette tournée pour donner des arguments, le rationnel, des arguments nouveaux pour conforter cette décision. C'est seulement le premier pas. Le processus sera ensuite, qui s'en suivra, ce serait toute une procédure, mais ce qui est l'essentiel, c'est les valeurs communes que nous partageons. Et les Ukrainiens sont prêts de donner leur vie pour défendre ces valeurs. Alors justement, donner leur vie. La négociation d'un cessez-le-feu est-elle possible avec les Russes selon vous? Est-ce que vous accepteriez par exemple une forme de partition pour arrêter la guerre ou vous voulez reconquérir absolument tous les territoires occupés par les Russes au moment où nous parlons? Il y a quelques lignes rouges pour l'Ukraine. C'est la question de la souveraineté et l'intégrité territoriale et la question de l'indépendance. Autrement dit, la victoire pour l'Ukraine, c'est la restitution de tous les territoires, c'est la condamnation de la Russie dans un tribunal international et aussi les compensations et des réparations payées à titre de dommages de guerre. Et c'est un chemin très long qui sera parcouru étape par étape. Donc rien n'est négociable avec Poutine et avec la Russie au moment où nous parlons. Rien. Les négociations sont menées entre des équipes de négociateurs du côté ukrainien et du côté russe. Mais jusqu'à maintenant, les négociateurs russes, ils campent sur les positions qui justement dépassent ces lignes rouges. Ils veulent que l'Ukraine renonce à sa souveraineté et renonce à des territoires. Or, l'Ukraine a un État européen et elle a des frontières internationalement reconnues, donc il y a ces lignes rouges à ne pas franchir. Cela veut dire, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, on ne peut même pas négocier un cessez-le-feu en Ukraine. La guerre va continuer. Vous pensez que cette guerre va durer longtemps, toute l'année, peut-être même l'année prochaine? J'ai été impressionné quand je vous ai vu arriver dans le studio. Vous étiez en treillis militaire. Vous êtes le président de la Rada, l'Assemblée nationale. Ça veut dire que vous êtes un soldat, au fond, et est-ce que vous ne redoutez pas que cette guerre ne dure encore des mois et peut-être des années? Concernant la durée de la guerre dépend de plusieurs facteurs. Donc tout d'abord, c'est l'état combatif de nos soldats et cet esprit combatif est au plus haut. Et le gouvernement, l'unité du gouvernement et de la nation, c'est aussi au plus haut. Et les armes. Et les armes, nous dépendons beaucoup des partenaires occidentaux. C'est pour ça que nous sollicitons nos partenaires de nous livrer plus d'armes et aussi faire des pressions à force des sanctions. Il faut peser économiquement sur la Russie pour casser, pour assécher le recrutement, pour casser pour cette guerre, pour cette machine de guerre. Et tout le monde doit comprendre que l'agresseur qui a délier cette guerre, il faut qu'il réponde. Il faut que la justice soit rendue. Donc, c'est notre responsabilité collective. Quand est-ce que cette guerre sera terminée? On me pose souvent la question, c'est pour quand la fin de la guerre? Je ne sais pas quand, mais chaque jour nous rapproche de cette victoire. Et le cessez-le-feu, il n'est pas possible de le négocier en ce moment? La parole est aux armes aujourd'hui en Ukraine, partout. Nous sommes pour le cessez-le-feu. Mais il faut qu'il y ait un cessez-le-feu qui est basé sur des bases solides. Par exemple, il était question déjà d'un cessez-le-feu avant, par exemple, certaines fêtes, par exemple, avant le jour de Pâques. Mais la Russie a chaque fois violé ces cessez-le-feu. Donc,
et même a causé d'autres victimes civiles les jours de ces cessez-le-feu. Donc, nous voulions que ce soit sur des bases très saines. Le président Emmanuel Macron a appelé pour la seconde fois à ne pas, je cite, humilier la Russie, afin de permettre des discussions pour un retour à la paix. Quelle est votre réaction à ces propos? Vous savez, je pense que humilier, il est impossible d'humilier la Russie plus que ce que fait les dirigeants russes. Parce que c'est les dirigeants russes et Poutine en personne qui l'humilient. C'est la Russie, sur le plan de perspective historique, qui est humiliée de par cette agression qui a été décidée unilatéralement par la Russie. Et il faut comprendre une chose très importante. L'Ukraine, elle est dans une posture défensive. Elle défend ses terres, sa souveraineté, et elle souhaite rétablir la paix. Elle souhaite cette paix plus que personne parce qu'elle perd tous les jours ses soldats et la population civile. Donc, c'est effectivement un appel des Ukrainiens au président Poutine. Arrêtez d'humilier la Russie, arrêtez cette guerre. Et cependant, vous pensez que le président français, Emmanuel Macron, doit continuer à parler avec Vladimir Poutine? Et puis, deuxième question, est-ce que vous allez inviter votre homologue français, président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, à venir vous voir à Kiev? Est-ce que vous les avez déjà invités? Est-ce qu'ils vont venir? Je vais commencer par la première question. Bien sûr, nous sommes prêts pour les négociations, mais encore une fois, sans franchir les lignes rouges. Parce que chaque jour de guerre apporte son obol de pertes économiques, les pertes de vie humaine. Et donc, nous faisons tout pour arrêter cette guerre. Mais le prix qui est payé, ce ne peut pas être au prix de violation d'intégrité territoriale. Bien sûr, j'inviterai mon collègue que je rencontre demain de se rendre en Ukraine. C'est très important. C'est très important et c'était une adresse que j'ai faite à tous les chefs du Parlement des pays européens. C'est très important de se rendre sur place et voir l'horreur de cette guerre. Et dès lors, on a une toute autre perception de cette guerre. Ce n'est pas la perception qui est à travers les journaux, à travers la presse, mais le fait de voir une bombe russe qui a fait tout exploser, tous les traces de vie, voir les cadavres avec des mains ligotées et avec une balle tirée à bout portant. Donc c'est ça la paix russe, que les Russes appellent la paix russe. Et bien, je pense que c'est très important de se rendre sur place et de se rendre à cette évidence. Et je pense que beaucoup d'opinions seront changées. Et aussi, je voulais dire que je suis très confiant que chaque jour nous rapproche de la victoire. Sylvie Bermann, je reviens tout petit peu en arrière parce que j'évoquais il y a quelques instants les propos du président français souhaitant éviter une humiliation de la Russie. Quelle est l'utilité de ce type de déclaration? Pourquoi Emmanuel Macron les réitère-t-elle selon vous? Est-ce que c'est une façon de préserver un lien avec Vladimir Poutine? Alors, je pense qu'Emmanuel Macron s'inscrit dans le temps long. C'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, il y a une guerre. Les Ukrainiens se défendent contre cette guerre d'agression. Nous devons aider, bien évidemment, les Ukrainiens, ce que nous faisons. Et je pense que sur le fond, il a raison, et à terme, il a raison. Mais je comprends aussi parfaitement la réaction des Ukrainiens aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le moment et ce n'est pas le sujet pour eux. Je me tourne à nouveau vers vous, Michel Goya. Je rappelle à Monsieur le Président que vous êtes notre consultant défense. S'il faut donner une photographie ce soir de la situation militaire en quelques mots et du rapport de force, quelle est-elle?
Pour l'instant, on est toujours sur un bras de fer qui se concentre sur le nord du Donbass et plus particulièrement en ce moment sur Severodonetsk, que les Ukrainiens ont décidé de défendre à tout prix. Et donc ça, c'est la vraie nouveauté parce que c'est pas évident. Et donc ils ont décidé de lutter pied à pied dans cette région, dans la ville même, dans cette région qui elle-même est menacée et plus largement. Donc on est dans une situation d'un bras de fer où les choses vont certainement se décider dans cet petit espace, dans les semaines qui viennent, ce petit espace va avoir une importance considérable pour la suite. Est-ce que la Russie est en train de l'emporter sur ce petit espace? Pas forcément. Pas forcément. Il y a eu une progression incontestable il y a quelques semaines, qui a été payée très cher aussi, il ne faut pas l'oublier, par les Russes, et qui mènent un effort, qui eux-mêmes s'usent. Et il n'est pas évident que sur la longue durée, ils puissent continuer à mener cet effort. Donc oui, localement, il y a des progressions difficiles, mais voilà, pour l'instant, la situation c'est très indécise et on est toujours vraiment sur le bras de fer. C'est celui qui craquera premier qui perdra. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas attendre pour l'instant une quelconque négociation qui figerait une situation quelle qu'elle soit. Il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Et c'est là qu'on finira par se parler. Oui, comme dans l'immense majorité des conflits. Il est temps que le président Macron aille à Kiev, Ulysse Gosset. Il veut y aller, mais il veut y aller maintenant puisqu'il a attendu plus de 100 jours. Ouais. Il faut maintenant qu'il y aille avec quelque chose de concret, un résultat. On parle beaucoup de cette négociation aujourd'hui avec la Russie, les Nations Unies, pour débloquer les fournitures de céréales, pour que le blocus d'Odessa soit levé et que les bateaux chargés de grains puissent aller alimenter notamment les pays émergents, les pays d'Afrique en particulier, l'Égypte, la Tunisie, etc. Donc oui, il est temps, mais est-ce qu'il ira avant la fin de la présidence de l'Union européenne qu'il assume aujourd'hui? On verra, c'est fin juin, donc ça va aller très vite. Et j'ai peut-être une question au président, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas vraiment répondu sur la question de Severodonetsk. Le président Zelensky a demandé le retrait des soldats de Severodonetsk. Or, ils sont toujours en train de se battre. Est-ce qu'on va avoir une situation comme à Mariupol, avec des gens qui sont dans une usine, qui sont cachés, qui se protègent, qui se battent? Et est-ce que ça peut durer des semaines, ce siège de Severodonetsk, ou pas? Les dirigeants militaires ukrainiens démontrent un très haut niveau de pilotage des forces armées. Nous sommes en phase de guerre active et toutes les décisions sont prises en fonction de la situation du terrain. Et je pense que la situation sur le terrain, à l'heure où nous parlons, est justement telle que permet aux forces ukrainiennes de tenir encore la ville et les positions dans la ville de Severodonetsk. Et malgré un très grand nombre numérique des Russes, de l'armée russe qui dépasse très fortement les troupes ukrainiennes, les Ukrainiens montrent un très grand courage, une bravoure sans égale. Et je suis sûre qu'au final, c'est l'armée ukrainienne qui remportera la victoire. Une nouvelle fois, nous vous remercions, Ruslan Stefantchouk, d'être avec nous ce soir. Avant de nous séparer, j'aimerais qu'on découvre ces photos qui ont été prises aujourd'hui, puisque vous étiez à l'hôpital de Percy, où un militaire ukrainien était soigné. Et en fait, aujourd'hui, il s'est marié avec sa fiancée qu'il a rejoint sur place. Ces images sont par définition émouvantes. Et je veux juste savoir ce qu'a été votre réaction et ce moment partagé finalement avec cette famille qui est en train de se fonder en France. Vous savez, c'est un témoignage émouvant que la vie remporte sur la mort et l'amour remporte sur la guerre. Et c'est vraiment très émouvant, c'est très émouvant. Et en Ukraine, on dit que c'est un moment historique
quand les larmes de nos mères vont tomber par terre et ensuite pousseront sous forme d'un arbre de bonheur de leur enfant. Et c'est ce qui se passe comme ça dans ces moments de vie, dans ces moments émouvants. Quand un nouveau couple se forme, on espère que ce couple pourra rêver à un autre bonheur pour leurs enfants et non pas penser comment traverser encore une journée de guerre. Merci beaucoup à la France pour cette solidarité qui vient du cœur. Je remercie beaucoup aussi la ministre des Affaires étrangères de la France qui était porteuse de messages très très forts de soutien de la France à la candidature ukrainienne. Donc vive la France! Merci beaucoup, Ruslan Tsevanchuk, d'avoir pris la parole ce soir sur ce plateau. Merci, Monsieur le Président du Parlement ukrainien. Et vous savez que vous êtes le bienvenu sur BFM TV.